OK, alors bonjour à tous. Bienvenue à notre atelier Comment ça marche un herbicide et on le verra pourquoi ça marche et pourquoi ça arrive que ça ne fonctionne pas non plus. Je suis Félix Pelletier, je suis agronome. J'ai complété ma maîtrise à l'Université Laval sur la résistance des mauvaises herbes aux herbicides et je suis présentement conseiller chez Synagri pour la région de la Rive-Nord et je suis accompagné de... Josée Fortin. Je suis professeure au département des sols et de génie agroalimentaire à l'Université Laval depuis une vingtaine d'années. J'enseigne le cours pesticides d'environnement depuis une vingtaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, c'est ça. Bac maîtrise ici, doctorat aux États-Unis et de retour ici après, puis j'adore ça être ici. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cet atelier avec Félix. Dès le départ, je vais juste remercier Marie-Josée Simard qui nous a aidé, en fait, qui a produit ces beaux plans de mauvaises herbes qu'on verra un peu plus en détail tantôt. Marie-Josée que vous verrez au prochain atelier qui est chez Agriculture Agroalimentaire Canada. Avant d'aller un peu plus loin, juste quelques termes, certaines notions de base qui c'est toujours bon de se rappeler. Quand on parle tout d'abord des, pas des groupes, mais bien des produits commerciaux. À quoi ça réfère? C'est tout simplement au nom que le fabricant, que le distributeur donne à son produit. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les noms. Vous avez des noms qui se ressemblent pour des produits qui ne se ressemblent pas du tout et vice-versa. Donc c'est vraiment juste une question marketing, le fabricant qui donne un nom. Ensuite de ça, dans chaque produit, vous avez une, deux, voire trois, même quatre matières actives. La matière active, qu'est-ce que c'est? C'est l'ingrédient magique. En fait, c'est ça qui va avoir un effet directement sur l'ennemi que vous visez, que ce soit l'insecte, la mauvaise herbe ou la maladie. Puis ensuite de ça, le restant des ingrédients, souvent dans votre préparation, ne servent que de support pour le transport. Donc que le liquide reste un liquide et que la poudre reste une poudre et ne finisse pas dans un bloc de béton au bout de 2 jours chez le producteur. Et puis finalement, pour ce qui est de la classification des herbicides, les herbicides sont classés dans différents groupes. La classification nord-américaine réfère à des chiffres, donc le groupe 1, 2, 3, ainsi de suite. Tandis que vous avez aussi une autre classification qui est plus européenne, asiatique, qui réfère à des lettres. Les deux classifications se rejoignent quand même assez bien, mis à part quelques petits détails ici et là. À quoi réfère chaque groupe? Ça réfère au mode d'action, au site d'action de l'herbicide. Donc, par exemple, dans le groupe 1, on sait que tous les herbicides qui sont dans le groupe 1 agissent de telle façon à tel endroit dans la plante. Les groupes 2 agissent à tel endroit de telle façon et ainsi de suite. Donc, chaque groupe a une spécificité si on veut, mais il est quand même possible de rejoindre certains groupes ensemble. Par exemple, le groupe 1 avec le groupe 8 vont tous affecter la production des lipides de façon différente à des endroits différents dans la plante, mais le groupe 1, c'est ainsi. Le groupe 2, par exemple, le groupe 2, le First Rate, Pursuit, classique, ainsi de suite. Groupe 9, le glyphosate et le groupe 10, le Liberty, vont tous toucher les acides aminés, encore là, dans des proportions, des façons différentes, pas tous les mêmes acides aminés, pas tous au même endroit dans la plante et ou dans la cellule. Et puis plus tard, on verra que ces différents groupes-là, les différences qu'on voit se répertorient autant au niveau des symptômes que de la vitesse à laquelle les symptômes vont apparaître. Donc, une fois qu'on a notre herbicide et qu'on l'applique, il doit, ni plus ni moins, rentrer dans la plante d'une façon ou d'une autre, et c'est ce dont Josée va vous parler. Donc, bien entendu, on l'applique pour qu'il arrive à son site d'action. Le site d'action, comme Félix a mentionné, c'est des endroits particuliers dans la plante. Habituellement, ça va être soit des enzymes, soit ça peut être des transporteurs d'électrons, donc différentes choses qui vont être affectées. Donc, il faut que l'herbicide se rentre dans la plante. Il peut être appliqué au sol. Plusieurs herbicides au printemps sont appliqués au sol pour l'en prélever ou post-levée hâtive. Ces herbicides-là doivent donc être activés. Pourquoi ils doivent être activés? C'est qu'une fois qu'on les a appliqués, la plante doit les prélever. Elle va les prélever en même temps qu'elle va prélever l'eau et les éléments nutritifs. Donc, c'est avec le courant de transpiration. Donc, ça va habituellement passer par le xylème. Donc, la plante va les prélever en même temps qu'elle va le prélever l'eau pour qu'ils puissent entrer et agir. Habituellement, ceux qui sont appliqués au sol vont être, leur effet ou leur efficacité va dépendre des propriétés du sol. Donc, les étiquettes vont mentionner s'il y a des spécificités, des choses à faire attention. Par exemple, le taux de matière organique peut affecter l'efficacité de certains herbicides appliqués au sol. Donc, il faut faire attention à ces petites spécificités-là qui sont mentionnées sur les étiquettes. Bien entendu, on peut appliquer les herbicides au feuillage. Beaucoup d'herbicides sont appliqués au feuillage des mauvaises herbes.
Et là, je me suis prélevé quelques mauvaises herbes, donc je vais les faire, vous allez vous prendre chacun, soit en groupe de 2 personnes, une à côté de l'autre, ou chaque personne, des mauvaises herbes, toutes de la même sorte que j'ai pris, là. Non, c'est pas pour manger, vous allez voir, c'est pour faire quoi? C'est pour faire une petite démonstration. OK, quand on applique les herbicides au feuillage, s'il y en a qui s'en trouvent des mauvaises herbes à terre, ça fait la job aussi, là, j'ai pas de préférence. Donc, quand on applique les herbicides au feuillage, la première chose qu'il faut qu'il fasse, l'herbicide, il faut qu'il colle. Il faut qu'il reste dessus, OK? Parfois, la préparation commerciale contient tout ce qu'il faut pour que l'herbicide reste sur le feuillage, soit bien une bonne adhérence pour qu'il puisse être absorbé, mais parfois non. Parfois, sur l'étiquette, on nous mentionne qu'il faut ajouter un surfactant, un adjuvant pour aider l'herbicide. Et là, peux-tu me dire ça 2 minutes? Je vais faire ma serveuse, et voilà. Donc, ce qu'on a ici, on a 2 contenants où on a un contenant où on a préparé une solution de surfactant qui est du super mouillant, qui est un surfactant commercial qui est vendu. La recette que j'ai faite, c'est 2 pour 1000, qui est la recette habituellement qui est marquée sur les étiquettes pour la plupart des utilisations. Et l'autre contenant, c'est de l'eau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec les petites plantes qu'on vous a données, vous prélevez une gouttelette avec de l'eau, une gouttelette avec le surfactant pour voir la différence sur votre plante. Juste pour voir l'importance. Oh boy. Je vais mettre ça. Oui. Ça, rien, c'est pareil. Hein? Mais voilà. Donc, ce que vous devriez voir en principe, c'est quand vous avez le surfactant, ça va coller. Quand vous n'avez pas le surfactant, ça va rouler ou ça va faire une grosse gouttelette. Il y a également pour certains herbicides, plusieurs herbicides, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est que la recette est déjà faite, contient tout ce qu'il faut. Mais il y a plusieurs herbicides qu'il faut en ajouter. Donc, quand c'est mentionné sur l'étiquette, il faut bien lire sur l'étiquette pour s'assurer qu'on ne rate pas notre coup pour contrôler nos mauvaises herbes. Donc, il y a différentes caractéristiques de la mauvaise herbe ou des mauvaises herbes qui vont faire en sorte que ça va coller ou pas sur la feuille. Comme vous l'avez vu, le surfactant va aider. On a des images, on a fait une affiche, mais malheureusement, elle part au vent à tout bout de champ, donc on la laisse à plat. Si vous voulez tout à l'heure venir voir, il y a des images qui montrent justement des gouttelettes sans surfactant, avec surfactant pour montrer la différence. Okay? Donc ici, c'est une coupe transversale d'une feuille, pour ceux qui ne reconnaissent pas ça. Donc, on voit la feuille coupée. Ici, ce serait une veine dans une feuille qui contient les faisceaux conducteurs. On a la surface qui est la cuticule. Ici, j'ai des stomates, donc des ouvertures qui peuvent aider à l'entrée des pesticides, mais il ne faut pas juste se fier là-dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est que le pesticide, l'herbicide colle sur la feuille, colle sur la cuticule de la feuille, qui reste là, puis que la gouttelette soit assez étalée pour permettre au produit de rentrer. Donc, si j'ai une gouttelette qui est toute ronde, comme vous aviez tout à l'heure, juste avec de l'eau, il y a juste un point de contact ou un minime point de contact, alors que si ma gouttelette est bien étalée, elle a plein de points de contact pour pouvoir que le produit puisse entrer. La cuticule est une barrière qui est ce qu'on appelle hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle aime l'huile, elle n'aime pas l'eau. Donc, le surfactant ou les différents produits ajoutés avec le pesticide vont aider les molécules à pénétrer à travers la cuticule. Et ensuite, on a une première couche de cellules qui est l'épiderme. Donc, il faut que le pesticide passe à travers ça. Dans l'épiderme, il n'y a pas de chloroplaste, donc il n'y a pas de photosynthèse dans l'épiderme. Donc, si c'est un produit qui affecte la photosynthèse, il faut au moins qu'il se rende dans les cellules qui sont plus à l'intérieur ici. Et si c'est un produit qui est mobile, donc il faut qu'il se rende, qu'il se déplace jusqu'au faisceau conducteur xylème ou phloème ou la veine, si vous voulez, de la feuille, les nervures, pour pouvoir par la suite se déplacer soit vers le haut, soit vers le bas dans la plante. Okay. Donc, c'est un peu pour montrer un peu les différentes barrières, d'où l'importance que le produit adhère bien pour qu'il ait le temps de rentrer et pénétrer les différentes barrières. Donc, une fois que le produit a pénétré dans la feuille, vous l'avez vu, il doit circuler dans la plante. Donc, il y a 2 principales voies, soit une principalement vers le nord ou l'autre, on pourrait dire, vers le sud. Donc, la voie qu'on va appeler le xylème, en fait, c'est ce qui part du bas et qui va monter vers le haut. Donc, on utilise des fois le synonyme la sève brute. C'est tout ce qui s'appelle comme l'eau et les minéraux qui vont partir du sol et monter via le xylème dans la plante pour aller dans les feuilles. Une fois dans les feuilles, il y a la photosynthèse, il y a différentes choses qui sont produites là. Et là, tout ce qui est produit va suivre le chemin du phloème, donc de la sève élaborée, puis va soit redescendre vers les racines pour donner des réserves ou peut aussi aller remonter légèrement dans la plante
pour donner de l'énergie au point de croissance, à la floraison et ainsi de suite. Donc, c'est principalement les deux voies de circulation. Certains produits vont utiliser juste une, certains utilisent juste l'autre et il y en a qui utilisent les deux en même temps. Donc, là aussi, on le verra tantôt dans la vitesse d'apparition des symptômes et les différents symptômes qu'on va voir. Ça va être différent selon ce que le produit va avoir utilisé une voie, l'autre ou les deux en même temps. Vous le savez, la plupart des pesticides, des insecticides, non, pardon, on est dans les herbicides. La plupart des herbicides sont sélectifs. Il y en a quelques-uns qui vont prendre à peu près tout ce qui est sur leur chemin. La plupart sont sélectifs. Pourquoi en est-il ainsi? Il y a plusieurs explications différentes. Par exemple, avec le groupe 5 au niveau de l'atrazine, pourquoi l'atrazine ne touche pas le maïs? C'est que le maïs est capable en quelque sorte de digérer, si vous voulez, la molécule d'atrazine. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est rentrée dans le plant, avant même d'atteindre un site qui pourrait être dommageable pour la plante, le maïs est capable d'en faire différentes molécules qui ne vont pas toucher, qui n'ont pas d'effet herbicide. Donc, il réussit à défaire ça en différents morceaux qui ne sont pas dommageables pour la plante. Ensuite de ça, les groupes 1, Post et autres produits du genre, vont surtout toucher les graminées et ne toucheront pas les feuilles larges. À ce niveau-là, on est même capable au niveau moléculaire, si vous voulez, génétique, de voir une différence entre les deux types de plantes. Donc au niveau des graminées, si on va dans le noyau, donc où est produit l'ADN, dans le noyau de chaque cellule, les groupes 1 touchent la CCase, dans le fond, qui est une enzyme qui sert à produire éventuellement des lipides. Cette enzyme-là, elle est codée par dans l'ADN, dans le noyau. Et puis, cette ACCase-là, elle est sensible, bien sûr, aux inhibiteurs d'ACCase qui sont dans les graminées puis dans les groupes 1. Donc, la plante va être affectée. Si on va au niveau des feuilles larges, la CCase est non pas produite dans le noyau, mais produite dans le chloroplaste. Donc, il y a une certaine forme d'ADN dans le chloroplaste des feuilles larges, et puis c'est de là qui est produit. Et puis cela, en plus d'être en différentes copies, n'est tout simplement pas affecté par un inhibiteur d'ACCase. Et puis là, pour l'instant, ça arrête un peu l'explication pourquoi un est pas affecté tandis que l'autre l'est. Au niveau génétique, on voit la différence. Là, pour l'explication, je ne peux pas aller plus loin. C'est pas nécessairement encore expliqué. Ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne bien sur les graminées. Tant mieux pour ça. Puis ici, on a une démonstration. Vous avez probablement déjà vu ce genre de choses au champ. C'est le Post, dans le fond, qui est, comme je le disais, un produit du groupe 1, qui a été appliqué il y a environ une semaine et 2-3 jours, autant sur des graminées que sur les feuilles larges. Donc, vous voyez les symptômes qui commencent à apparaître chez les graminées. Là, on a différentes colorations, un peu mauve, rougeâtre, c'est jaune. Tandis que sur les feuilles larges, là, vous avez un chénopode, un amarante, puis une herbe à poux de l'autre côté. Là, il n'y a vraiment pas de différence. La dose est la même pour toutes les mauvaises herbes, mais il y a vraiment une sélectivité au niveau des deux types de plantes. Donc, voilà pour ça. Puis je vais laisser Josée continuer sur les différences entre les produits systémiques et de contact. Donc, pour parler des produits systémiques et de contact, on nous a préparé, on étant Marie-Josée et son équipe, nous ont préparé des plants qui ont été traités avec des produits, un systémique et un de contact. La façon qu'ils ont été traités, c'est qu'avec une éponge, ils ont traité une seule feuille. La feuille, elle était ici, elle est partie au vent. Dans ce cas-ci, mais l'autre est encore là. OK? Je ne sais pas si ça va rester encore longtemps. Donc, on peut vous montrer, on peut faire circuler peut-être pour montrer. Vous pouvez facilement deviner lequel est de contact et lequel est systémique, parce que pour les deux plants, on avait appliqué avec une éponge sur une seule feuille. On a appliqué une dose assez élevée, 25 % qui est beaucoup plus élevée que la dose normale, mais c'est pour voir quelque chose. Là. On voulait voir quelque chose. Et les deux produits, l'étiquette rose mauve, c'est de l'atrazine. Donc, un groupe 5 qui affecte la photosynthèse. L'étiquette bleue, c'est du partner ou du bromoxynil. Groupe 6 qui affecte également la photosynthèse, mais le bromoxynil n'est pas mobile, donc un herbicide de contact, tandis que l'atrazine est un herbicide qui est systémique. On nous avait préparé également des mêmes choses avec des plus petits plants, mais la dose qui a été utilisée, 25 % du produit concentré, ce qui est extrêmement élevé pour tuer un rhinocéros quasiment, et ça l'a tué complètement la plupart des plants, alors qu'on voulait montrer systémique versus de contact. Mais au moins, les plants plus gros, on est capable de voir la différence entre les deux. Donc, la dose
bien entendu un effet sur ce qu'on va voir. On peut voir aussi, on avait des traitements, c'est des traitements d'atrazine qui ont été faits pour montrer un peu à quel endroit donc l'atrazine et les systémiques se déplacent dans le xylème, ce qui veut dire qu'il suit le courant de transpiration. Donc, c'est pour ça que c'est le bout des feuilles, la marge des feuilles qui est affectée parce que l'eau circule puis sort par ce bout-là. Donc, le produit va se ramasser dans ce bout-là. Et je vous dirais qu'ils sont plus maganés qu'à matin, il me semble, qu'ils ont l'air un peu plus maganés. Là. Au vent comme ça, là, toute la journée, ils étaient habitués en serre, ces petites plantes-là. Là. Ils étaient dorlotés un peu. Donc, ils ont l'air d'avoir mangé un peu plus de... Ceux-là ne sont pas résistants. Non, ce n'est pas des variétés qui sont résistantes. Donc, on a vu, selon les différents produits qu'on va utiliser, les symptômes ne sont pas les mêmes puis ne vont pas être répertoriés nécessairement au même endroit en premier. Une autre différence qu'on peut voir selon les différents produits qu'on va utiliser, c'est la vitesse à laquelle les symptômes vont apparaître. Donc, si je prends, par exemple, 2 petits plants ici d'herbe à poux, puis que je vous les montre, à première vue, il n'y a rien de trop spécial. Il semble être quand même en bon état, bon, un petit peu jaunâtre peut-être au centre. Trop d'eau, pas assez d'eau, sol plus ou moins fertile, est-ce qu'ils viennent dessus le bord de la rue ou en plein milieu d'un champ? C'est plus ou moins visible comme différence. Par contre, si je les compare avec les témoins ici, bien là, la différence est un peu plus notable au niveau des différences de croissance. Donc ça, avec quoi ça a été, en fait, ça a été l'herbicide qu'on a utilisé, c'est le Pursuit, qui est un herbicide du groupe 2. Et puis en fait, le pourquoi on voit moins bien les différences, c'est que l'effet se fait sentir beaucoup plus à long terme. En fait, les groupes 2 vont inhiber la production de certains acides aminés. En fait, la comparaison que je fais, c'est comme si vous mangez du spaghetti pendant 2 jours, vous ne sentirez pas nécessairement là, une faiblesse ou un manque de minéraux vraiment flagrant au bout de 2 jours. Mais à long terme, c'est un peu plus dommageable, ça devient un peu plus tannant. C'est le même, on peut dire un peu le même principe avec les groupes 2. On bloque seulement 3 acides aminés, donc l'effet est un peu plus à long terme comparativement à d'autres herbicides qui vont par exemple toucher directement la photosynthèse. En touchant la photosynthèse, ce que ça fait, c'est qu'on va bloquer le transport dans la chaîne d'électrons, donc l'énergie du soleil arrive, ça donne plein d'électrons pour donner de l'énergie à la plante, puis on va bloquer ça à quelque part dans la chaîne de réaction. En bloquant ça, plein d'électrons à un endroit plus ou moins approprié, ce que ça fait, c'est comme une surcharge d'énergie, et puis là, la surcharge d'énergie, la plante n'est pas capable de le gérer. Oui, elle va être capable de se protéger à l'occasion de certaines façons en produisant des antioxydants, par exemple les caroténoïdes. Donc, c'est le même principe quand on dit chez les humains, il faut manger beaucoup d'antioxydants, que c'est bon. C'est le même principe chez la plante. Ça va lui permettre un peu de gérer ce surplus d'énergie-là qui est de façon naturelle par une belle grande journée ensoleillée comme aujourd'hui. Il va falloir qu'elle gère un peu toute l'énergie qui arrive du soleil. Par contre, si on bloque soit la photosynthèse ou qu'on bloque la production des caroténoïdes, bien, il ne sera plus capable de gérer ce surplus-là d'énergie, si on veut. Puis ce que ça va faire, c'est que les cellules vont tout simplement éclater sous la force de l'énergie. Puis, tous les liquides qui sont contenus dans la cellule vont sortir de la cellule. Puis là, on va avoir des réactions qui sont beaucoup plus rapides avec ce genre de produit-là. Le producteur commence dans un champ qui est le moindrement grand d'un côté. Là, on peut quasiment voir déjà là, des effets de l'autre côté. En dedans de 24 heures, c'est quand même très facile à voir, comparativement à des produits du groupe 2 là, qui sont un peu plus lents à avoir leur effet vraiment très visible. Puis je vais enchaîner avec, là on a parlé de pourquoi ça fonctionne bien et les conditions, un peu les différents symptômes, signes et symptômes qu'on a pu voir sur les mauvaises herbes. Il arrive que ça ne fonctionne pas. Et on parle de plus en plus de la résistance, vous allez le voir dans le prochain atelier qui parle de différentes mauvaises herbes qui ont été contrôlées, résistantes au Québec. Il y a principalement 4 façons dont une mauvaise herbe peut résister à un herbicide. Donc, on le dit, chaque herbicide a un mode d'action, un endroit où est-ce qu'il s'en va dans la plante. Et
première façon que la plante va résister, c'est en fait, je prends l'exemple avec la prise électrique, là, les 3 trous. Normalement, votre enzyme arrive, puis se connecte et la réaction a lieu, tout se passe bien, votre enzyme arrive, ça continue, la plante vit. Votre herbicide, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive puis il vient se brancher dans deux des 3 trous. Et puis là, bien, votre enzyme, elle ne peut pas vraiment se brancher à moitié. Elle n'est pas capable de se faire, donc la réaction ne se fait pas. La façon dont la plante va résister, c'est que le site de fixation, il va être modifié. Donc, le 3e trou, il s'en vient égal avec les autres ou il disparaît tout simplement. Puis, ce que ça fait, c'est que votre enzyme peut continuer de se brancher, il n'y a pas de problème. Quand l'herbicide arrive, il veut se brancher, il tourne autour, il ne trouve jamais la prise pour s'attacher là. Et puis, il n'y a pas de demi-réaction d'herbicide, c'est on ou c'est off. Donc, l'herbicide tourne autour, puis la plante, elle continue de réagir, puis de faire sa vie normale. Première façon. Deuxième façon, c'est que la plante a dit « Je vais te jouer un tour. Si tu réussis à te brancher, c'est correct, mais je vais tellement produire de prise électrique que tu ne réussiras jamais à me mettre une dose assez grande pour brancher dans toutes les prises. » Et puis là, même souvent au niveau génétique, on est capable de voir ces modifications-là. La plante va produire plusieurs gènes qui vont coder pour la même prise électrique, si vous voulez. Et puis là, on monte à des doses qui sont faramineuses, là, 10, 50, 100, 1000 fois la dose avant de réussir à affecter la plante. Et bon, heureusement pour les plantes qui sont résistantes, ces modifications-là sont souvent très peu énergivores. Donc, ça ne va pas demander une énergie vraiment supplémentaire à la plante. Ce n'est pas un nouveau mécanisme qui apparaît dans la plante. C'est relativement facile et simple pour elle d'y arriver. Les 2 autres façons sont un peu plus énergivores, c'est pour ça qu'on les voit moins souvent, vont demander à la plante différents mécanismes qui vont entrer en action. La première façon de résister, c'est qu'elle va prendre l'herbicide et le défaire en différents morceaux qui vont être qui n'auront pas d'effet herbicide. Ou sinon, va prendre l'herbicide et va cacher ça dans un coin, va un peu mettre en prison l'herbicide, donc le cache dans une vacuole ou dans une membrane à quelque part. Et puis là, l'herbicide ne peut pas atteindre son site de fixation. Mais comme je vous dis, ces deux façons-là de faire sont un peu plus complexes et souvent impliquent plusieurs gènes, plusieurs métabolismes, mécanismes aussi. Donc c'est un peu plus compliqué. On va vous inviter à vous approcher. Preuve à l'appui avec un petit vidéo. C'est une vidéo qui est tirée du site de l'Ohio State University aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé, ils ont traité des plantes et ils les ont filmées pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon le temps que ça prenait. Et ils ont condensé ça, présenté ça en petite vidéo de 3 minutes. Donc, on voit ça en accéléré. Et ce que je vais vous montrer, c'est du glyphosate ou de la grande herbe à peau résistante au glyphosate. Donc, il va y avoir 6 plants, 3 résistants, 3 non résistants. Et pendant qu'on va voir la vidéo dure 3 minutes, donc on ne fera pas du silence pendant 3 minutes. Là. Félix va vous expliquer un petit peu des choses qu'il a vécues similaires à ça. Mais ce qui va être intéressant de regarder, c'est que la plante, les plantes ont toutes l'air à mourir, mais il y en a 3 qui font comme ressusciter, si on veut. Et comme je vous ai dit, ça dure 3 minutes, mais dans la vraie vie, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, d'où l'importance de surveiller nos affaires. Donc, je comprends qu'à l'extérieur, on ne voit pas nécessairement très bien, là, mais c'est juste surveiller. Ils vont vous afficher que la première et les 2 dernières sont sensibles, alors que les 3 du milieu, les 3 ici sont résistants. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça, j'ai complété ma maîtrise sur deux plantes résistantes, donc l'herbe à poux et la folle avoine. Et puis les 2 ne réagissent pas de la même façon. Donc c'est important de connaître un peu ces façons-là. Si je prends la petite herbe à poux qui est résistante, elle va réagir un peu de la même façon que vous avez vu les plants qui ont été pulvérisés au Pursuit. C'est-à-dire que ça fait juste freiner sa croissance, elle attend que la tempête passe, puis à un moment donné, elle va continuer, elle va poursuivre sa croissance puis un peu renaître. Mais les symptômes ne sont pas super évidents chez une plante qui est résistante. Bon, une feuille croche ici, un foliole qui manque par là, un petit peu de coloration, c'est jaune, c'est rouge, on ne sait pas trop. Mais c'est pas la chose qui est la plus évidente à voir. Puis ça va se faire sur une certaine période avant que la croissance reprenne.
Au niveau de la folle avoine, c'est ce que j'appelle la technique de faire le chien mort. C'est-à-dire qu'on pulvérise la folle avoine et au bout d'une semaine, tout est couché, c'était jaune sec, mort dans la serre. Je me suis dit, bon, malheureusement pour moi, j'aurais pas grand-chose à écrire sur le sujet. Mais j'ai eu une très belle surprise. Au bout de 3 semaines, quand je suis revenu dans la serre, malgré le moins 35 qu'il faisait à l'extérieur, j'avais des beaux panicules d'avoine qui avaient submergé et par un miracle de la vie, les plants de folle avoine résistante avaient revécu, ressorti de on ne sait trop où. Donc, les deux ne vont pas réagir de la même façon. De là, l'importance des fois de faire un dépistage. Si vous avez des doutes, le dépistage peut se faire parfois sur une plus longue période qu'on aurait pu le penser à la base. Au bout d'une semaine, oui, ça va sembler, bon, tout est beau, c'est correct. Si vous avez regardé la vidéo dans les premières secondes que vous m'avez regardé, probablement que vous êtes fait avoir un peu à savoir lesquelles qui étaient résistantes, lesquelles vous avez tous resté un peu surpris. Dites-vous qu'il y a des producteurs et moi-même, on reste parfois surpris. J'ai vu des choses, des petits sapins de Noël rendus à l'automne. Or, j'étais certain que ça avait fonctionné, le producteur me disait, sauf que si on a des belles surprises, si on en a en dedans de 3 minutes, en dedans de 3 mois, la surprise est encore plus grande quand on arrive dans le champ. Puis encore là, quand je parle que les mauvaises herbes ne réagissent pas tous de la même façon, bien, au niveau de leur biologie aussi, c'est assez différent. Et pour avoir décortiqué la petite herbe à poux en détail, elle a de ces mécanismes phénoménaux pour survivre à peu près à tout ce qui existe. Par exemple, en moyenne, une herbe à poux produit 3500 semences. Je dis bien en moyenne. Et dans la littérature, on est capable de facilement, si on lui donne des petites conditions favorables, de monter à 10, 25, 30 000 semences par plant. Donc, vous aurez compris que la courbe est assez exponentielle rapidement. Et puis, les semences peuvent survivre jusqu'à 40 ans dans le sol. Oui, ce n'est pas les 3500 semences qui vont vivre pendant 40 ans, mais le problème va perdurer non pas pour 1 année ou 2. On peut quasiment parler de la prochaine génération qui va avoir à dealer, si vous me permettez l'expression, avec le problème. Et le Roundup, comment ça fonctionne? Le principe du Roundup, ils ont toujours dit que ça l'empêchait la photosynthèse, ou c'est autre chose? Le Roundup, c'est la synthèse d'acide aminé. Oui, mais c'est quoi que ça fait dans la plante? Ça l'empêche, ça affecte l'enzyme qui fait la synthèse, qui est impliquée dans la synthèse d'acides aminés aromatiques, donc des acides aminés qui ont des anneaux dans leur structure. Donc c'est une enzyme qui est affectée par le glyphosate. OK. C'est pour ça que ça prend plus de temps quand il fait froid? Ou quand il fait froid, ça prend bien plus de temps? Probablement. 10 jours, 15 jours. Ouais, bien en fait, c'est ça. Dans le fond, quand je vous disais qu'il y a possibilité de regrouper des groupes, le groupe 2, le groupe 9, on a l'impression que c'est des produits qui sont relativement différents. Là. Groupe 2, ça va plus sur les feuilles larges. Groupe 9, c'est tout ce qui est glyphosate. Donc, ça prend à peu près tout ce qui est sur son passage. Mais par contre, quand on regroupe ces deux-là ensemble, les deux affectent des acides aminés. Pas les mêmes, pas dans la même proportion, mais au niveau de l'apparition des symptômes, le glyphosate, c'est pas le genre de choses que justement tu finis le champ et que tu as les symptômes. C'est souvent un peu plus long. Puis quand vous disiez la température, bien, à peu près pour tous les produits, la température a aussi un effet. Plus il fait chaud, plus la plante est active. Plus elle est active, plus il y a d'eau qui se transporte, plus il y a de photosynthèse. Plus il y a de photosynthèse, si c'est un produit qui dérange la photosynthèse, plus il va être dérangé dans une plus grande proportion. Fait que c'est différentes choses-là. Quand on parle des groupes 14, le réflexe, pour ne pas le nommer par exemple, c'est le genre de produit, quand on le met dans le soya, c'est le bon temps de dire au producteur, là c'est le temps d'aller 2 semaines à la pêche, puis il ne revient pas ici, parce que ça fait, comme on le dit, ça toaste les mauvaises herbes et ça toaste aussi le soya. Les plantes ne sont pas à l'abri de tous les mécanismes. Donc là, il y a production, ça dérange la photosynthèse, il y a production d'électrons, de radicaux. Donc la plante doit combattre un peu ce phénomène-là naturel. Et puis c'est pour ça que vous allez avoir évidemment des effets.
Je sais pas s'il y en a peut-être qui ont vu, là, il y avait eu un petit article là, dans le bulletin comme électronique, le bulletin des agriculteurs. Justement, à ce sujet-là, il disait de faire attention pour les fonds de réservoir. Il parlait à peu près en proportion, là, un 3 millilitres qui reste dans un pulvérisateur de 1000 gallons pouvait causer des problèmes sur le soya ou sur d'autres cultures. 3 millilitres, là, on ne parle pas de la ligne de tuyau sur une arroseuse de 90 pieds complète. Là. On parle d'à peu près 3 gouttes dans le réservoir. C'est vraiment pas grand-chose pour causer des problèmes. Fait que voilà, puis vous voyez le genre de symptômes là, que ça peut causer. De ce groupe-là. Dans les autres du groupe 4, là, MCPA, Lontrelle, c'est tout le genre de symptômes un peu typiques, comme José le disait, là, de la croissance anormale. En fait, les auxines, c'est une genre d'hormone, si vous voulez, naturelle chez la plante qui sert à la croissance et qui va aider la division cellulaire. Ce qui fait que ça divise beaucoup trop d'un côté, puis ça divise pas assez de l'autre côté. Fait qu'on a l'impression que la plante va un peu va faner. En fait, c'est la croissance qui est dérangé.